Alors, ce qui est un peu particulier aujourd'hui, merci. Ce qui est un peu particulier aujourd'hui, c'est que on a passé des séances, quelquefois, où on a fait des choses avec, merci, avec plusieurs artistes, et puis là, je reviens sur deux. Et Claude Carin, qu'on voit ici, qui est photographe, Dora Maar, que je vais montrer aussi en tout premier, qui est photographe d'abord. Et si ça s'appelle Muse et Anti-Muse, c'est que dans les deux cas, enfin, elles ont des points communs et puis des vraies différences, puisque leur point commun, c'est de travailler la photo. J'en ai pas trouvé de traces, mais comme elles sont amies avec Desnos et comme elles croisent Bataille, il n'y aurait pas de raison qu'elles ne se croisent pas. Ça fait un point commun, la photo aussi, et le surréalisme. Mais ce qui est une grosse différence, et cette différence leur redonne un point commun, c'est que Claude Carin va faire toute son œuvre photographique quasiment seule. Elle va publier dans des revues, elle va être très peu exposée, connue, et elle va mourir complètement oubliée. Donc je vais vous montrer un tout petit morceau d'une remarque de son biographe qui, lors de l'expo au musée du Jeu de Paume, explique qu'il a retrouvé les œuvres à Jersey, où elle est morte, chez un brocanteur, en fait, quasiment toute son œuvre. Donc elle a été très très peu connue, reconnue. Et puis la distance de Jersey avec Paris, même si elle vient de Nantes, explique aussi ça. Donc là, on a une artiste qui est complètement mise de côté. La première, Dora Maar, est plus connue pour ça, c'est qu'elle va, pour faire vite, sa carrière ça va totalement s'arrêter avec Picasso. Et puisqu'elle est la femme qui pleure, mais ce qui va m'intéresser, c'est à la fois, ça suffirait comme raison d'être là, voir en quoi le travail photographique de Dora Maar est vraiment passionnant. En même temps, voir que dans sa relation avec Picasso, il y a des choses qui se jouent sur l'image de la femme, justement. Et ben voilà, c'est parfait. C'était la présentation générale. Et donc là où elles sont opposées, c'est-à-dire l'une est autonome, en couple, lesbienne et indépendante, et la première, Dora Maar, est amoureuse de Picasso, de plusieurs hommes avant. Il y a un petit bémol qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est qu'elle n'est pas que la proie de Picasso, c'est-à-dire elle a aussi un caractère qui est quand même un peu perché, je vous le redirai. Et même si je suis sur ces sujets-là de femmes victimes, il ne s'agit pas de minimiser la part du bourreau, mais toujours d'essayer de situer pourquoi la victime est là aussi, parce que ça joue sur le fait qu'elle soit amoureuse et qu'elle reste en couple avec Picasso alors qu'il est lui-même en couple et qui fait jouer la concurrence entre les deux, c'est-à-dire il est ostensiblement en couple avec les deux. Et donc ça la rend effectivement très malheureuse. Et alors le point commun qui se retrouve entre les deux, c'est qu'il y en a une qui affirme la première a une image de femme dégradée alors qu'elle est le modèle absolu, mais elle est la femme qui pleure. Et donc elle est la femme objet absolument, en fait, dans l'image qu'on en garde, même si son travail est sur l'image et sur plutôt la dissimulation, plutôt sur des choses. Le surréalisme de Dora Maar, c'est aussi un jeu avec l'espace et un jeu avec l'image en fait, avec la distance à l'image. Et ça, c'est le point commun avec Claude Carin, c'est-à-dire que les deux, muse ou anti-muse, elles vont travailler ce qui est l'image des femmes et l'image qu'on attend d'un photographe et l'image qu'on montre quand on montre une image. En fait, c'est ça le point commun. Et ce pourquoi je vous dis tout ça, c'est que je voudrais commencer avec un tout petit documentaire tout à fait passionnant de gens qui sont assez fabuleux, qui s'appellent Sur la photo surréaliste. Ça dure 25 minutes. On m'entend, ça va? Stan Neumann, c'est celui qui fait la collection architecture sur Arte, qui a repris et qui est une merveille. Ça résume bien le statut de la photo dans le surréalisme, c'est tout à fait passionnant. Et clair. En 1928, le photographe préféré des surréalistes est une machine, le photomaton.
une invention américaine tout juste arrivée à Paris. Tout le monde entend? André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon On devrait peut-être et descendre. aussitôt l'usage créatif de l'automate qui met l'autoportrait à la portée de tous. Sur ces photos d'identité, le surréalisme a deux visages. L'un se veut absolument anticonformiste, l'autre terriblement sérieux, à l'image d'André Breton, son chef de file. Le même mélange de gravité et d'humour marque leur relation à la photographie. D'un côté, ils sont fascinés par la rigueur, l'objectivité froide de l'appareil dont l'automatisme rejoint leurs propres expériences sur l'écriture. L'écrivain surréaliste n'étant lui-même, selon André Breton, qu'un modeste appareil enregistreur, sans plus de talent qu'un miroir ou une porte. De l'autre, il se moque des prétentions de la photographie à représenter fidèlement le réel et s'amuse de la facilité avec laquelle on peut la détourner. Ça parle du statut de l'auteur, en fait, puisqu'une machine peut le Man faire Ray. aussi. Kiki de Montparnasse métamorphosé en violon d'Ingres grâce à un peu d'encre de Chine. Rien ne donne autant raison au surréalisme que la photographie, écrit Salvador Dali en 1925. C'est le véhicule le plus sûr de la poésie, le meilleur instrument pour percevoir les relations entre réalité et surréalité. Document brut, la photographie permet de capter la poésie involontaire des toiles peintes des fêtes foraines, la rencontre imprévue, surprise par Man Ray, du chaboté du marquis de Sade au coin d'une rue d'Antibes, ou encore l'arrangement bizarre d'une vitrine de pharmacie. L'auteur de ces images, le Tchèque Jindřich Styrský, photographie ces mises en scène désuètes en s'interdisant toute manipulation, toute intention artistique, pour enregistrer le plus simplement possible le surréalisme caché dans la réalité elle-même. Seule trace de sa présence, le reflet, à peine visible, de son corps qui semble tant bien que mal supporter la tête du mannequin barbu. Une autre vitrine, parabole optique, du photographe mexicain Alvarez Bravo, 1931. Rien ne semble pouvoir échapper au regard croisé de ces yeux artificiels qui remplissent et définissent le cadre. Juste un propos. Déjà, la voix, c'est celle de Mathieu Demy. Il vous le dira à la fin, mais ça change un peu le sens, c'est très rigolo. En fait, ce que montre ce documentaire qui va m'intéresser pour structurer aujourd'hui, c'est que la photographie, c'est une machine qui enregistre, donc le statut de l'auteur est un peu explosé. Donc, mus et anti-mus, ça va se jouer sur ce sujet. Mais la seconde, c'est que c'est le statut du document, en fait. C'est-à-dire que, pour faire vite, chez Dora Maar, elle va prendre des photos de la réalité sans rien truquer. Et la réalité est déjà bizarre, en fait. Et d'autres, c'est ce que fait Styrský, là, ce qu'on vient de voir, mais d'autres vont faire des photomontages ou transformer la réalité. C'est ce statut de la réalité qui est intéressant et qui change le travail du photographe et de l'artiste en général. Rien sauf ce détail. L'image est tirée à l'envers. La photographie de la vitrine n'est elle-même qu'un reflet. C'est le sens de la parabole. La photographie n'est pas cette image véridique du réel qu'elle prétend être. Le monde qu'elle montre est truqué. Son truc le plus extraordinaire est tellement énorme qu'on n'y fait même plus attention. En figeant l'instant, la photographie supprime la différence entre l'animé et l'inanimé. Les objets les plus familiers, comme une robe mise à sécher dans une cour, photographiée en 1944 par Miroslav Hák, se mettent à vivre à notre place, dans un monde qui nous est devenu étranger.
un monde habité par des fantômes. Celui-ci s'appelle L'Esprit d'Escalier, photographié par Marcel Marien en 1952. Il n'y a dans ces images aucune présence humaine, comme si le monde des objets attendait que nous ne soyons plus là pour révéler son inquiétante étrangeté. Mais parfois cela ne suffit pas. Pour surprendre la statue du maréchal Ney à Paris, en 1932, Brassailles a dû attendre que vienne la nuit. Sous l'œil du photographe, liés à jamais par le brouillard et par le cadre, la statue et le néon se font face, pareillement solitaires, acteurs d'une nouvelle histoire qui se joue en notre absence. Dans ce monde d'objets, l'homme est autorisé à refaire son apparition, mais uniquement comme un objet parmi d'autres. Claude Cahun, Étude pour un souvenir, 1925. La tête de la photographe est enfermée sous une cloche de verre, comme un bibelot protégé de la poussière. On retrouve curieusement la même idée dans une image de Man Ray, parue en 1930 dans la revue Le surréalisme au service de la Révolution, et intitulée Hommage à Sade, à ne pas confondre avec une autre photographie de Man Ray, parue dans la même revue un peu plus tard, Monument à Sade. Hommage ou monument, tout est dans la nuance. Ce sont des fesses. Tête sans corps ou corps sans tête, d'une façon ou d'une autre, l'homme surréaliste est toujours découpé le long de cette ligne qui passe entre le corps et la tête, l'instinct et la raison. D'où la question des femmes, justement. Enfin, il y a une question pour les femmes. Magritte, Le Géant, 1937. Deux autres hommes sans tête, photographiés en 1935 par Dora Maar. Le premier l'a perdu dans une bouche d'égout. C'est le réel lui-même, saisi au bon moment, qui découpe. Mais découper est aussi une des propriétés du cadre, comme le deuxième personnage l'apprend à ses dépens. Livourne, 1936. Un homme lit son journal. Henri Cartier-Bresson se tient à quelques pas. Entre son objectif et la tête de l'homme, le bas d'un rideau. Calcul ou coïncidence, en jouant de la position et de la distance, le photographe remplace la tête de l'homme par le bas du rideau, donnant naissance à un être à la fois banal et inquiétant, un monstre de notre temps. En 1936, André Breton publie dans la revue Le Minotaure un texte définissant l'esthétique surréaliste. La beauté sera convulsive, donnant en exemple une photographie de Man Ray dont il a lui-même trouvé le titre « Explosante fixe ». On connaît deux autres clichés pris lors de la même séance. Des instantanés propres, nets et sans grand intérêt, sinon pour les amateurs de flamenco. Explosante fixe est au contraire une image qu'un bon technicien considérerait comme ratée. Le mouvement, trop rapide pour les réglages de l'appareil, est flou. Mais cette imperfection, volontaire ou involontaire, on ne le saura jamais, libère l'image de l'anecdote. Ce n'est plus la danseuse proue de Pilar qu'on regarde, mais le mouvement lui-même, de l'énergie saisie, fixée à l'état pur.
Man Ray est un touche-à-tout. Peintre, cinéaste, photographe quasi officiel du mouvement, il n'en fera jamais partie, préférant le plaisir à la théorie, l'expérimentation libre à la discipline de groupe imposée par André Breton. Le retour à la raison, 1924. Man Ray observe le jeu de la lumière et de l'ombre sur une boîte d'œufs, puis sur le buste de son modèle, Kiki de Montparnasse. D'un photogramme de cette séquence, il tire ensuite une de ses photographies les plus connues. Figé, le dessin de l'ombre prend l'air sauvage d'un masque rituel ou du pelage d'un grand prédateur. Lee Miller, un autre de ses modèles. En 1930, Man Ray la photographie de haut, le corps caché par un tissu noir. Mais ce n'est qu'un point de départ. Au tirage, l'image est redressée, puis recadrée et retouchée pour faire disparaître la matière du tissu. Enfin, elle est simplement retournée. Les repères familiers du visage sont toujours là, mais pas à leur place. Lee Miller est devenu une humanoïde d'une espèce inconnue. A l'inverse, Lee Miller photographié d'en bas, le visage rejeté en arrière. La photo est ensuite recadrée, rendant la véritable position du modèle incompréhensible. L'image s'appelle anatomie. La photographie agit comme un scalpel, taillant dans les apparences pour en dégager cette masse de chair et de muscles, un peu mystérieuse et tout à fait phallique. Appliqué par Man Ray à l'image plutôt kitsch d'un visage couvert de larmes de verre, le recadrage en laboratoire va de pair avec l'agrandissement du détail. À la manière d'un microscope, le gros plan ouvre les portes d'un autre monde où les formes et les matières prennent le pas sur le sens. Le plus noble des animaux a cependant des corps aux pieds, c'est-à-dire qu'il a des pieds et que ses pieds mènent indépendamment de lui une existence ignoble, écrit Georges Bataille en 1934 dans un texte accompagné de photographies de Jacques Boiffard. Ici, le gros plan ne cherche pas, comme chez Man Ray, à étonner ou à séduire, mais à choquer en nous montrant ce que l'on ne veut pas voir, cette matière basse dont nous sommes faits. C'est une attaque contre l'œil de bon goût, une autre façon de libérer le regard. Il n'y a pas de différence entre une bouche d'homme, photographiée par Roger Paris, et une bouche de poisson, photographiée par Jean Painlevé, le pionnier de la photographie scientifique. Et qu'y a-t-il de plus humain que ce petit animal triste, probablement un fœtus de tatou, dans lequel la photographe Dora Maar nous invite à reconnaître notre monstrueuse nature. Jean Painlevé, autoportrait superposé sur une photographie d'araignée, 1929. Grossir le réel pour en révéler le surréel, dit Salvador Dali. Il y a dans ce grossissement une violence que l'œil humain ne peut peut-être pas supporter. Ça, si on est sensible, il ne faut pas regarder. C'est le début du chien andalou. C'est ouvrez les yeux. Je vous préviens quand c'est fini. C'est fini. Que faire alors, sinon fermer les yeux et chercher refuge dans les mondes intérieurs? C'est l'autre versant de la photographie surréaliste, le réel attaqué par le rêve. L'optique et la chimie ne servent plus à reproduire, mais à dissoudre les formes stables du monde.
La distorsion numéro 34 d'André Kertész appartient à une série de photographies réalisées en 1933 à l'aide de miroirs déformants. C'est un travail de commande pour une revue qui a fourni miroirs et modèles. Un procédé à mi-chemin entre les montres molles peintes par Salvador Dali et les miroirs déformants des attractions de foire. Plus simple, plus troublant, cet autre reflet photographié par Raoul Ubach en 1938. Le visage d'Agui, sa femme, en plein soleil, se perd dans la pénombre d'un miroir au teint endommagé. La photographie elle-même peut devenir un miroir où la réalité rejoint son reflet. Moi et moi, d'André Arfaud. Le dédoublement est obtenu en exposant le même négatif 2 fois. Au XIXe siècle, on appelait ce procédé ghost photography, photographie fantôme. Mais ici, il n'est pas question de spectre. Le dédoublement est celui du conscient et de l'inconscient, de l'homme qui dort et de l'homme qui veille. On peut aussi réaliser 2 négatifs différents et les superposer au tirage, comme l'a fait Man Ray en 1921. Sur l'un, une femme buste nue devant un mur recouvert de papier peint. Sur l'autre, le poète Tristan Tzara en haut d'une échelle, une hache et un réveil suspendus au-dessus de la tête. Les regards, les attitudes, les positions des mains, parfaitement ajustées, donnent un air d'évidence à une image impossible qui associe, comme dans un jeu de mots visuel, l'échelle de bois et l'échelle des personnages. Si l'on expose brièvement à la lumière une épreuve en cours de développement, on obtient une solarisation, une inversion partielle des valeurs d'ombre et de lumière. L'effet stylise les contours et donne à l'image photographique un cachet graphique, artistique. Mais c'est un procédé incontrôlable. La chimie fait ici ce qu'elle veut. Comme le dit si bien le titre de cette solarisation réalisée par Man Ray en 1929, « Primat de la matière sur la pensée ». Un pas supplémentaire dans cette direction est franchi par Raoul Ubach. C'est le brûlage. La plaque de verre d'un négatif exposé est chauffée pour faire fondre l'émulsion. C'est, dit Ubach, un automatisme de destruction, une dissolution complète de l'image vers l'informel absolu. J'ai traité de cette manière la plupart de mes négatifs. Le résultat a été le plus souvent décevant, sauf dans un cas, où une femme en maillot s'est transformée en déesse foudroyante. La nébuleuse 1939. Après le photographe, reste à se débarrasser de l'appareil lui-même. Man Ray avait déjà expérimenté le procédé au cinéma. On déroule du film vierge en chambre noire, on le saupoudre de matériaux divers, sel, poivre, punaise, clous, ressort. On allume, on éteint, on développe, on regarde. La trace des objets, une empreinte, une soustraction de lumière. Tout le monde a compris que ce système-là n'est pas... En photographie, Man Ray appelle cela des rayogrammes. Le baiser 1922. Une image réalisée en 3 temps. D'abord les mains, posées à plat sur le négatif, une plaque de verre de grand format en chambre noire. Puis les 2 visages s'embrassant. Man Ray lui-même,
et Kiki, de Montparnasse, eux aussi à plat, une position acrobatique. Mais les empreintes des mains et des visages restent trop littérales, trop lisibles. Aussi sont-elles brisées et recomposées par deux objets étranges, en fait deux cuves servant au produit de développement, qui imposent une autre dualité, géométrique et formelle. Nous avons été aux antipodes de la photographie. Man Ray voulait la débarrasser de toute référence à la réalité. Moi, je cherchais la surréalité dans la réalité même. Écrit Brassailles, l'auteur de cette photographie de 1932, Le phénomène de l'extase. Mais pour aller au bout de cette recherche du... Tout le monde a renoté, je redis la même chose. Soit on regarde le réel et on trouve ce qui est bizarre dedans, soit on l'explose en le transformant, en fait. Et ça fait deux axes différents de... On va dire Dali, c'est plutôt du réel refabriqué. Et entre guillemets, Magritte, c'est du réel regardé bizarrement. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais... et il y a des gens comme Cartier-Bresson, comme, on va le voir, Claude Cahun, comme Dora Maar, pardon, ça va être du réel regardé curieusement. Et là, on rentre dans la partie, ce qu'on est en train de voir là, travail sur le développement, travail sur la matière, en fait, brûler, gratter, ne plus avoir d'appareil photo. Et là, montage. Surréel, une image, fût-elle la plus belle, ne suffit pas. L'année suivante, la photographie de Brassailles va se retrouver au cœur d'une autre œuvre. Entourée de 24 autres photographies de visages humains, de 4 visages de statues, de 16 oreilles d'hommes, d'une chaise en équilibre et d'une aiguille moderne style. Le phénomène de l'extase, 1933. Photomontage de Salvador Dali. C'est une collection d'images trouvées, détournées de leur véritable sens dans la plus pure tradition surréaliste. Les photographies des visages renversés évoquent l'extase de manière directe. D'autres sont plus énigmatiques. Les oreilles, empruntées au tableau d'identité judiciaire de Bertillon, ne prennent leur sens que si l'on sait que pour Dali, l'oreille est l'organe toujours en extase. Le groupe des 3 personnages vient d'une image pornographique dont on a coupé le bas. L'aiguille est un symbole phallique. La chaise, une œuvre de Dali photographiée par Man Ray, est là pour répondre à l'inclinaison des têtes. Les images sont assemblées dans une parodie de tableau synoptique qui habille le fantasme d'un air de rigueur. Il n'y a aucune volonté de faire beau. Ce qui compte, c'est le choc des fragments. Même la photo de Brassailles ne résiste pas à la brutalité des coups de ciseaux et des raccords que rien ne dissimule. Ce n'est pas la réalité de chaque image qui est donnée à voir, mais la réalité de leur montage. Dans le monde du rêve, il en va tout autrement. Ici, il importe d'effacer les traces. La petite Minerve de carte postale trouve tout naturellement sa place dans ce photomontage de Dora Maar, à la bonne échelle et à la bonne distance de l'étrange couple de 2 garçons qui occupent le premier plan. Impossible de comprendre qu'eux aussi ont été découpés et collés, et que le décor lui-même est un assemblage de 2 images de lieux différents, la position des 2 garçons masquant le faux raccord des perspectives. Tous les éléments sont fondus les uns dans les autres, à l'image des 2 corps dont la position semble à la fois réelle et fausse. Rien ne semble plus éloigné de l'onirisme élaboré de Dora Maar que le réalisme apparemment désinvolte de cette photographie de Jindřich Stírský. Pourtant, ici aussi, tout repose sur l'ajustement méticuleux de 2 plans. Le plan réel de l'estrade, avec la chaise et les instruments abandonnés par les musiciens.
et le plan imaginaire de la toile peinte du fond. Stierski relie ces deux plans en réglant la hauteur de son appareil, de telle façon que le haut du dossier de la chaise coïncide avec le fil sur lequel marche la petite funambule, créant une passerelle entre notre monde et le sien. C'est un clin d'œil à Terry Gilliam dans Les Monty Python, qui est fasciné par... Trouver le surréel dans le réel, ou le réel dans le rêve, ne dépend en fin de compte que de la position du photographe. Et, puisque les surréalistes aiment les détournements, qu'on nous permette pour finir de pirater ce bateau destiné par Dora Maar à une réclame de lotion capillaire, pour le dédier à tous ceux qui, selon les mots d'André Breton, ont su mener à bien la barque photographique dans le remous presque incompréhensible des images. Je vous laisse la mer, ça va? C'est qui, Mathieu Denis? C'est le fils de Jacques Demy. Le réalisateur qui a fait... j'ai failli mettre un extrait, mais... Peau d'âne. La chanson de La Fée. Si vous ne le savez pas, on n'épouse pas son papa. Quand même. D'autres temps, d'autres mœurs, on en décidé autrement. Il est 10h40, je commence à montrer ce qu'a fait Dora Maar et puis on boivra un café après. Vous venez d'en voir des morceaux d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport à la réalité des surréalistes qui fait que est-ce que ce qu'on voit, c'est bien ce qu'on voit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose caché derrière? Le problème, il est plus pointu avec la photo. En fait, c'est le surréaliste 1924, le manifeste surréaliste, et puis les photos qu'on a vues, c'est les années 30 souvent. Si je ne suis qu'une machine et que j'enregistre le réel, je suis donc pas un créateur, et je suis exclu du système de la création, normalement. Et donc ce qui est fort dans... C'est un mouvement qui est avant tout intellectuel et littéraire, le surréalisme en fait, mais qui donc se méfie des images, qui soit donc va prendre des machines, comme on a dit, les photomatons, soit va aller dans des endroits où l'art n'est pas habitué à aller, comme la fête foraine. Il y a d'ailleurs à cette époque-là une mode très marrante d'une animation que j'ai jamais vue ailleurs, mais vous pouvez tirer au fusil, et si vous touchez la cible, vous avez une photo de vous en train de tirer au fusil. Ce qui est tout à fait curieux. Et donc on a des photos de surréalistes en train de tirer au fusil qu'ils ont gagné à la fête foraine. La fête foraine, c'est le lieu où la réalité n'est plus tout à fait la même, où on perd les repères. Mais c'est aussi le lieu de l'art populaire et donc de l'art pas sérieux, pas de l'art en fait. Même si on peut en faire un petit fil, j'ai fait ça il y a 3-4 ans, mais avec Lautrec ou avec les débuts du cinéma, ou avec les débuts du jeu vidéo qui viennent de la fête foraine. Donc ça c'est Dora Maar toute jeune. Et alors, il y a quelques fois, les images sont très petites parce que j'ai trouvé aucun document. Il y a 3 livres sur elle, ce qui est assez peu. Je voulais juste rappeler, elle est née à Paris, mais en fait, elle va grandir à Buenos Aires. Son père est architecte. Et il y a une analyse que je trouve tout à fait passionnante. Je vais vous retrouver le nom parce que c'est sur elle que je m'appuie pour... L'analyse m'a fait voir des choses que je n'avais pas vues chez Dora Maar, puis je ne connaissais pas assez, comme... on disait avec Audrey et Catherine, c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Et ce que décrivait cette première analyse dans les 4-5 pistes sur le travail de Dora Maar, c'est que Buenos Aires est une ville très verticale, avec beaucoup de... En plus, comme son père est architecte, il va faire cette tour Mihanović, et c'est une ville où il y a beaucoup de coupoles, en fait, beaucoup d'éléments qui se chevauchent et qui vous submergent. Et en fait, on va retrouver dans le travail de Dora Maar quelque chose sur la verticalité, justement, sur la saturation. Et puis, voilà, un exemple. On est dans les années 30, avant les années 30. C'est les toutes premières photos, donc on a quelque chose qui c'est pas une photographie ou un ensemble de photographies extraordinaires, mais où on voit bien qu'il y a ce jeu pour la plongée, en fait. Ou plus que la contre-plongée, la plongée. C'est-à-dire je suis bas et je regarde du dessus.
c'est pour ça que les photos sont un peu petites. Je ne précise pas, mais les études que fera Dora Maar seront auprès d'André Lotte, qui est un cubiste, on va dire, et elle y rencontrera Cartier-Bresson, qui fait des photos qui font penser à ça. L'idée de l'abstraction était née dans les années 15, et l'idée de regarder les choses vues du dessus annule la perspective, annule l'éloignement, tout devient plat. Et donc ça ressemble plus à quelque chose d'abstrait, mais les ombres ont autant d'importance que les motifs. Par contre, il fallait en plus qu'une société industrielle fabrique des immeubles en hauteur pour que ça fonctionne. Donc c'est quelque chose qui colle bien à cette époque-là. Un des premiers qui fasse ça que je connaisse, c'est Caillebotte, et Rodchenko juste après, en photo. Alors celle-là est vraiment petite, je suis désolé, mais c'est une des premières photos qu'on ait de Dora Maar, et ce que le commentateur montre et que vous allez retrouver partout, c'est que c'est un petit bois avec un grillage devant, en fait. Et il y a cette deuxième tendance chez Dora Maar d'avoir toujours un obstacle à voir, un obstacle qui empêche de voir ce qui est devant vous. Et le premier autoportrait, elle aussi, est petite, après ça va s'améliorer, c'est que Dora Maar est masqué par une grille, on va dire, du ventilateur. Il y a une espèce d'impossibilité à être devant les choses, ou un jeu sur la surface et sur le fait qu'on est devant une image. Vous voyez, quand je l'ai trouvée, elle n'est pas plus grande. Alors elle va arriver à Paris, elle va faire de la photo de mode et de la photo de presse. Si vous ne connaissez pas ce beau gosse de Roland Caillot, c'est trop tard. Elle va faire des portraits, et puis se rapprocher de Man Ray, des portraits de stars, de la photo de publicité, puisque cet intérêt pour les cheveux, vous voyez, c'est cette image-là qui est cadrée comme ça, et qui, sous un autre angle, va donner cette pub pour Petrolan. C'est-à-dire la publicité, le développement des magazines commande des images et supporte, c'est tout à fait étonnant, ces détournements. J'avais montré rapidement aussi, j'en ai pas trouvé beaucoup, elle fait aussi de la photo de nu et de la photo de nu érotique, on va dire ça comme ça. C'est rigolo comme les codes érotiques ont changé. Et toujours dans cette série de portraits, elle va faire une série de portraits magnifiques de Leonora Fini. Je vais revenir à cette image, voilà, qui est une des femmes surréalistes également, qui a des tas d'éléments pour que je vous en parle pas. C'est-à-dire c'est une de la peinture, et elle est fan de chats. Donc c'est mais ce qui est tout à fait passionnant, que je regarderai la prochaine fois avec Frida Kahlo, mais je ferai un petit détour vers Léonore Fini. J'espère que Catherine viendra, parce que je montrerai quand même du Georgie O'Keeffe. C'est cette idée de jouer, et Carrington, c'est cette idée de jouer avec le bon goût ou avec le mauvais goût. Puisque je n'ai pas la vertu du bon goût, bien évidemment, ni celle du mauvais goût, d'ailleurs, c'est important. Mais par contre, j'exerce de toute façon tout à fait arbitrairement, enfin en justifiant. Voilà, j'essaie de vous montrer des choses qui m'intéressent, que je trouve intéressantes, ou que je trouve séduisantes. Et donc, comme j'ai la possibilité de choisir, si je ne montre pas trop des trucs qui ne m'intéressent pas, c'est pour ça que je blague sur Kandinsky, mais vous venez pas depuis longtemps, mais il y a 15 ans, j'arrêtais pas de dire Picasso c'est merdique, et donc les élèves, après j'ai fait un cours entier pour expliquer pourquoi Picasso était merdique. J'essaye de l'assumer jusqu'au bout, ça me demande autant de travail que le reste. Je l'ai fait sur Cézanne aussi, sur Kandinsky, je ne le ferai pas. Il s'annule tout seul. Par contre, l'année prochaine, on va faire circuler d'ici avril-mai un petit questionnaire pour que vous choisissiez ou proposiez des sujets pour l'année ou pour des conférences, puisque l'année prochaine, comme c'est cette année les 15 ans de l'association, on s'est amusé avec Catherine et Audrey à inventer 15 surprises ou 15 coups de cœur qui seraient un détail qui raconte beaucoup plus de choses, mais si vous souhaitez, vous pourrez voter en masse pour Kandinsky, on sera obligé. On le refilera à Catherine. Tu le refileras à Catherine. C'est ça, elle n'est pas là. Et donc, Léonore Fini est une femme qui a un univers très passionnant, parce qu'elle est dans cette série d'images autant en train de jouer avec son image et le mystère de son image que le mystère de l'image d'une femme, on va dire. Et ça se retrouve assez bien dans
peinture. Et ce que j'ai passé un peu vite qui amorce ça, c'est que Dora Maar travaille avec Man Ray. Parce que tout le monde travaille avec Man Ray. J'ai pas de chiffres et c'est pas très important, mais ce qui joue, c'est que tout le monde couche avec Man Ray aussi. Ce qui est tout à fait fascinant, ce qui me fait vous dire ça, c'est pas pour faire du potin, c'est qu'il a un physique particulier quand même. Donc il a d'autres choses parce qu'on ne couche pas que pour la beauté quand même. Voilà, Léonore finit avec une de ses peintures derrière elle et une espèce de jeu de mise en scène qui fait que j'avais besoin de vous montrer ce travail sur les nus parce que le corps, la matière de la photo, le documentaire le disait, mais le corps est quand même très important. Dans la vie libérée de beaucoup de ces surréalistes et aussi dans le rapport à l'esprit en fait. Il y a une tension corps-esprit dans beaucoup d'images du surréalisme. Et voilà les jambes de Dora Maar par Man Ray, qui fait un masque et une simplification. Mais Man Ray fait aussi des portraits de Dora Maar. Et juste avec un recadrage, vous voyez, un petit décalage. Et aussi un montage, puisqu'elle a des mains en plus sur la bouche. Là, on a la photo normale, et là, on a la... D'ailleurs, j'en profite, c'est que le documentaire le montre un petit peu. Moi, j'ai longtemps été un peu méfiant avec Man Ray, qui est un fabriqueur. C'est-à-dire, il a des idées sur tout, il pique partout, il fait quelque chose d'un peu facile, puis il le multiplie. Mais avec le temps, c'est son don, en fait. C'est qu'il est... mon prof d'art plastique l'avait rencontré et il lui avait dit... il discutait un peu dans la rue parce qu'il l'avait reconnu. Et il lui dit « Ah, je vous laisse, je me dépêche, j'ai une exposition et un film à projeter ce soir dans 4 heures, il faut que je le fasse. » Et ce que je trouve fascinant dans cette anecdote, c'est que voilà, l'automatisme, c'est vraiment de l'automatisme, en fait. C'est le hasard qui crée quelque chose, mais le hasard, il faut l'organiser, il faut savoir le monter. Et ce que le documentaire montrait très bien, il y avait des tas de passages très passionnants, c'est qu'en mettant Tsahara sur son échelle, superposée, c'est très bien composé, en fait. Et les deux visages de Kiki et de lui, mais qui sont redoublés par les deux cuves, voilà, on sent le bricolage maison, mais l'image fonctionne, en fait. Les mains étaient trop présentes, les visages étaient trop présents, et les cuves suffisent un peu à éloigner les éléments. Et voilà un autre portrait de Dora Maar par Man Ray. Et donc ce que Dora Maar côtoie, parce que là je ne vais pas faire trop de développement que je ne maîtriserai pas sur l'Argentine, mais c'est aussi un pays qui est tout à fait fasciné par la psychanalyse, justement. C'est qu'à Paris, elle rencontre les surréalistes et elle s'intéresse à ces façons de jouer avec l'image et au montage, en fait, au découpage et au montage, qui n'est pas que la formation venue de Lot, c'est-à-dire la géométrie de l'ensemble. Voilà l'influence qu'on pourrait trouver de Man Ray sur Dora Maar. Et voilà le portrait final que fabrique Man Ray à partir de Dora Maar. Donc on voit bien que d'une jolie femme, on arrive à un montage, à une transformation de l'image, au fait que ça gêne pas trop, mais le fait que ça soit blanc sur un foncé, ça fait qu'on voit que ça, on dirait un bijou. Et qu'on a une image qui perd la beauté de la femme et qui rajoute de la complexité à la lecture. Non, elle s'en sort quand même bien. Et puis là non plus, j'ai pas des très grandes photos, mais une autre femme importante qui s'appelle Meret Oppenheim, qui fait un déjeuner de fourrure, c'est-à-dire une tasse, une soucoupe et une cuillère enrobée de fourrure, donc quelque chose qui devient impossible à manger ou à utiliser, et quelque chose qui, là aussi, sur le corps et les matières, c'est intéressant, c'est que si vous imaginez un instant boire ou manger avec ça, ça fait un sentiment qui est assez curieux. Et vous le voyez, c'est que la photo est de Dora Maar, c'est-à-dire elle va côtoyer des artistes femmes ou des créateurs et nourrir son travail de ça. Et vous comprenez bien, mais ça, je n'ai pas besoin de développer, parce que c'est tellement implicite, c'est que c'est pour que dans les encyclopédies d'art, on a juste Dora Maar, la femme qui pleure de Picasso. Donc là, il y a
c'est pas que ce côté féministe-là, c'est-à-dire on va pas juste sauver Dora Maar parce qu'elle a pleuré. C'est que je suis vraiment persuadé, j'ai essayé de le montrer là, qu'il y a un travail artistique qui est tout à fait passionnant. Et là, c'est que le début. On avait comme piste, pour résumer, la verticalité. Vous êtes là, hein, vous avez suivi. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme piste? On ne sait plus. Le corps. Voilà. Et en effet, il n'y en a qu'une qui suit. Bravo. La barrière qui est entre elle et nous. D'accord. Le jeu du découpage et du fragment, mais c'est pas forcément ce qui va intéresser le plus Dora Maar, on va le voir. Léonore Fini, la rencontre avec Man Ray, la rencontre avec d'autres surréalistes. Et voilà des portraits de Dora Maar avec une amie qui est pas reconnue, on ne sait pas qui est-ce, qui joue avec cette géométrie aussi, cette composition par la lumière. Et voilà une première œuvre qui est tout à fait passionnante. C'est ce jeu de matière justement entre le corps et son ombre qui fait une espèce de double monstrueux en fait, trop grand, trop fort. L'image n'est pas forcément... Voilà, ombre, déviation, torsion, effet de plongée, de contre-plongée, de suspension, de chute. On a un corps qui pourrait être joli tout seul et qui, par cette ombre, prend un air qui fait penser d'ailleurs à certains des nus de Picasso, de ces années 20, et qui fait penser à ce qu'on peut voir chez les Russes, en fait. Ce que vous vous rappelez, Audrey nous a montré Larionov et puis Goncharova, les catcheurs, on a des sortes de gros personnages. C'est intéressant cette ombre parce que la pointe de ses seins, les hanches, les cheveux font qu'on comprend que l'ombre est une femme. Mais elle a un côté mayol, on va dire ça gentiment. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de puissant et massif qu'on n'arrive même pas à raccrocher au nu lui-même. C'est tout à fait décalé. Alors, ce que dit cette analyse, c'est ombre, ça c'est ce qu'on vient de dire, déviation, alors effet de plongée, on l'a dit, et de contre-plongée, renversement, chute, ça on va le voir. Alors, angoisse de la verticalité, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui serait vertical ferait peur et donnerait l'impression qu'il peut y avoir chute ou perte. Et ce qui est intéressant dans cette deuxième partie qu'on va voir là, c'est que ce sont des images de la réalité toute simple en fait, mais qui par le cadrage suffisent à isoler. Alors ça c'est un de ces modèles qui s'appelle Asia au masque blanc. Alors je vous avoue que j'arrive pas, comme je ne l'ai pas vu en vrai, à savoir laquelle je préfère. Celle-là est recadrée, un peu moins contrastée. Parce qu'on ne voit pas tout de suite qu'elle a un masque, en fait. Non. Surtout sur celle-là, on ne le voit pas. Voilà, ce découpage, cette espèce de tension verticale, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je reviens. Contre-plongée, suspension, angoisse de la verticalité, ce qui peut paraître curieux comme terme. Là aussi, j'ai un montage qui est double parce que celui-là est cadré un peu plus large et un peu moins contrasté, donc j'ai pas choisi. Un jeu avec cette verticalité qui sera en train de tomber, en fait. C'est une image qui a l'air assez calme, mais quand on la rapproche des autres, on a quelque chose qui devient assez curieux. Donc, un effet de cadrage et de découpage, et un intérêt pour l'eau, d'ailleurs, que vous retrouvez dans les cheveux qu'on avait vus tout à l'heure. Et un effet de photomontage qui crée... alors, c'est l'idée de l'eau et de la... Alors, tu as raison, de reflet, de disparition ou de façon, si on ne prend pas ça que du point de vue angoissé, l'idée de montrer qu'une image est un reflet, c'est-à-dire de jouer sur les surfaces tout le temps. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Avec un jeu qui revient à de l'eau ou de la matière, c'est une des images les plus connues de Dora Maar. Le montage de deux objets étranges, mais c'est surtout le lien entre le bas de cette photo qui est assez clair et le haut qui est assez
gris et foncé. C'est pour ça que je reviens au terme de cette analyse, c'est ombre, déviation, torsion. Alors on ne sait pas ce que c'est. On dirait un objet mécanique, la tête. On dirait un os. Mais c'est l'effet de torsion du fond qui m'intéresse là. Elle a un atelier, un studio rue d'Astorg, où elle va prendre des clichés et les travailler. Et l'effet d'isolement donne... alors ça serait un fœtus de tatou qui lui aurait servi à, mais le travail de la lumière, la douceur fait qu'on a une espèce de portrait qui, quand on l'associe à un autre portrait, fait qu'on a ben là l'isolement, l'appréhension, le zoom, change le regard qu'on a dessus, change l'échelle et change la façon de voir. Alors pourquoi est-ce que j'ai enchaîné sur Bataille? Parce que de ce que je viens de dire là, il y a ce montage ou ce regard sur le réel normal qu'on va développer, cette idée de torsion et de reflet. Alors je crois que ça vient de cette rencontre avec Georges Bataille, qui est un artiste qui va se séparer du mouvement surréaliste, puisque Desnos, Bataille, les artistes masculins qu'on va voir aujourd'hui sont plutôt en marge, parce que justement il y a une bataille, c'est le cas de le dire, de fond, sur qu'est-ce que c'est que le réel et qu'est-ce que c'est que le statut de la réalité. Bataille écrit des textes très, très durs. Ce sont des dessins d'Hans Bellmer qui lui aussi joue avec des détails. Et si très dur, c'est-à-dire il s'intéresse à des choses de cruauté, il est passionné par Sade, il fait une histoire de l'œil, on voit très bien ce que ça peut vouloir dire. D'ailleurs, l'éditeur en fait quelque chose qui est très passionnant. Ah non, je l'ai perdu. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah voilà, c'est ça. Vous voyez, là, il suffit de présenter un trou, vous arrivez à lire, c'est trop petit. Bah, vous faites pas d'effort alors. À d'autres, l'univers paraît honnête, il semble honnête aux honnêtes gens, parce qu'ils ont des yeux châtrés, c'est pourquoi ils craignent l'obscénité. Ils n'éprouvent aucune angoisse s'ils entendent le cri du coq ou s'ils découvrent le ciel étoilé. En général, on goûte les plaisirs de la chair à la condition qu'ils soient fades. Mais dès lors, il n'était plus de doute, je n'aimais pas ce qu'on nomme les plaisirs de la chair, en effet parce qu'ils sont fades. J'aimais tout ce que l'on tient pour sale. Je n'étais nullement satisfait, au contraire, par la débauche habituelle, c'est-à-dire, ce qui est sale, pas forcément de faire des trucs cochons, c'est le cas de le dire, parce qu'elle salit seulement la débauche. De toute façon, laisse intacte une essence élevée, parfaitement pure. C'est-à-dire que si je trouve un équivalent, même les sadomasos sont propres et bien lavés. Parce qu'il suffit de connaître Madame Robbe-Grillet. Parce qu'elle salit seulement la débauche et de toute façon laisse intacte une essence élevée et parfaitement pure. La débauche que je connais souille non seulement mon corps et mes pensées, mais tout ce que j'imagine devant elle et surtout l'univers étoilé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que dans ce que l'on voit, il y a toujours un a priori sur ce qu'on va voir. Et c'est ça qui est intéressant à mettre en vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est mort, et c'est un objet qu'on ne voit pas, qui devrait être mis de côté. Et le fait de s'y intéresser et de le ressortir du lot, c'est le surréel qui est dedans. C'est pas seulement qu'on dirait une petite poupée et que c'est mignon, c'est que c'est une conception de ce qui serait regardable ou pas. Alors si les textes de Bataille, ça vous semble à première vue un peu dur, il a deux textes qui sont passionnants. Il y en a un sur Lascaux, c'est un des premiers qui s'intéresse à la grotte de Lascaux, et un autre sur Manet, qui est lui aussi un artiste voyeur au plus haut point. Donc la rencontre avec Georges Bataille a l'air de changer le travail de Dora Maar. Voilà des extraits de cette histoire de l'œil. Donc on retrouve l'image de Boiffard, mais qui est rapprochée d'un détail, d'un tableau. Donc qu'est-ce que c'est que regarder? Qu'est-ce que c'est que regarder un détail? C'est le sujet de l'année prochaine.
C'est-à-dire comment on isole et comment quelque chose d'isolé donne une vue sur l'ensemble. Comment est-ce qu'un petit morceau crée un changement d'échelle par rapport à un grand morceau. Comment des morceaux isolés tout seuls peuvent raconter une histoire. C'est pas les Doramar que je préfère, mais ça m'intéressait de vous montrer qu'elle va aussi vers autre chose. Vous voyez, les vides Doramar listent Picasso et Bataille. Voilà un autoportrait exposé 2 fois, qui crée une espèce de montage de son visage. Alors, je ne crois pas que ça soit forcément un jeu, comme on verra avec Claude Cahun, sur ce qu'est une femme ou son image, même si l'image de Doramar est assez forte, parce que c'est une femme qui non seulement est belle, mais elle a un visage très graphique, en fait. Le brun de ses cheveux et le maquillage qu'elle emploie contraste beaucoup ses traits. Et ça va beaucoup plaire à Picasso, il y a de quoi, pour un dessinateur comme lui. Mais en plus, c'est plutôt la matière de l'image, en fait, qui est travaillée, que ce soit les cheveux ou les reflets. Voilà, les critiques à propos de Doramar parlent de gauchissement du regard. Vous savez, gauchir, c'est quand quelque chose, c'est un peu vrillé, c'est un terme de bricoleur, parce que ça, c'est un peu... Tout le monde voit ce que c'est, il faut... Finalement, c'est pas fréquent quand il y a du jeu et que ça a tourné, en fait, un petit peu. On peut avoir quelque chose en bois qui fait ça, une toile qui était rectangulaire, et à force d'être posée contre un mur, elle s'est gauchie. Donc les critiques parlent de gauchissement du regard. Ils le rapprochent quand je lis une sorte de baroquisme tragique. Je pense à la fréquentation de Buenos Aires. Ce gauchissement affecte non seulement la vision de la ville, qui devient oblique, c'est ça qu'on va voir dans cette 3e partie, c'est-à-dire elle va montrer aussi des images de la ville où le simple isolement va créer du doute. Et Desnos, dont elle est amie, publie à la même époque Corps et biens, esthétique du naufrage. Donc voilà à quoi ressemble l'isolement de certains éléments simples. Il y a beaucoup de géométrie, parce que quand l'image n'a plus de repères, il faut que la composition des lignes, vous voyez, on a des verticales très fortes en fait. Chaque morceau de verticale sont structurés et qui s'ouvrent de 2 côtés en symétrie sur des triangles, avec des lignes horizontales qui sont très structurées aussi. L'image a besoin d'être très géométrique en sous-jacent parce que ça l'aide à tenir. Elle n'a pas d'anecdote pour tenir, elle n'a pas de sujet intéressant pour tenir, donc elle a besoin d'être très construite géométriquement. C'est tout l'art de Cartier-Bresson. C'est sa limite à mon goût, mais c'est aussi tout l'art de faire ça. Il compose son cadre dès le début, et puis il attend qu'il y ait un petit hasard qui vient dedans. Et l'effet de dérangement, c'est que de cette image qui paraît pas immédiatement, c'est que le garçon a 2 chaussures dépareillées. Et donc il suffit d'avoir ce petit élément-là pour que ça vienne troubler l'ensemble. Il suffit que quelqu'un dorme dans la rue alors que c'est pas attendu, c'est des séries de photos à Barcelone, pour que ça crée une image étonnante. Il suffit de prendre un élément isolé sur une palissade pour que ça crée autre chose. Je trouve que son travail sur la réalité est plus intéressant que les photomontages. On va dire pour le moment, on en est là. Et il suffit d'isoler quelque chose à un moment donné pour que d'un seul coup, cette photo seule n'est pas forte en fait, mais rapportée à d'autres éléments un peu surréels qu'on a vus là, prend de la force. Voilà, les reflets, et donc ce que ça suppose de matière de l'image et de disparition, de superposition. Des éléments d'écran, vous voyez dans le premier autoportrait, on avait toujours une grille qui empêchait de voir, mais c'est aussi ce qui se passe là. Ah, j'ai oublié de vous le dire, il est aveugle. C'est ce qui joue sur la compréhension. Et c'est le cas aussi ici, c'est pour ça que j'ai inclus un photomontage, c'est que, vous voyez, le monsieur en bas à droite est aussi aveugle. Il y en a plusieurs d'ailleurs, celui qui est derrière le violoniste également. Et celui-là aussi est aveugle. Oui, mais si tu veux qu'on joue, il est en train de vider les regards. C'est comme ça que ça s'appelle, en fait. C'est-à-dire que les éléments de la réalité apportent toujours la possibilité de jouer avec, en fait.
Alors, des jeux de mots pourris, ça j'en fais tout le temps. Des jeux de mots visuels, c'est déjà moins fréquent. Et ce que disait le documentaire que j'avais pas vu, c'est que, en effet, le personnage gêne. On a la force est suffisamment là, mais effectivement, il aurait eu une tête, ça aurait tout changé. Ça aurait rendu plus anecdotique l'ensemble. Et donc l'isolement du réel, ce gauchissement, je trouve que comme on parle d'une vrille, ça ne me semble pas satisfaisant pour ça, c'est plutôt sur ce travail de verticalité qu'on va revoir. Et c'est parce qu'un des livres de Hortiste, vous voyez, prisonnière du regard, ça veut dire je vois, mais je suis vu. Ça c'est la deuxième partie avec Picasso, mais c'est au cœur de son travail, en fait, de regarder, pas être vu, d'être à distance. C'est pour ça que c'est pas de la prédiction rétrospective, mais le fait d'être modèle et d'être fasciné par le fait d'être modèle, c'est pas anodin dans le travail de Dorama. Voilà. Et l'autre chose que délivre Ortiz dans Dorama, prisonnière du regard, l'obsession du paquet. C'est le ballot informe d'une vieille chiffonnière, le chaton dissimulé dans une sorte de fourreau qu'un adolescent au regard farouche tient contre sa poitrine. C'est-à-dire qu'on retrouve dans son travail cette idée d'un élément qui est blotti contre soi, qui se retrouve de façon anecdotique dans le réel. Celle-là est vraiment petite, mais la dame est elle-même une sorte de paquet. Et sur cet aveugle dans la rue qu'on a retrouvé dans le photomontage, c'est-à-dire ne plus voir, mais avoir quelque chose pour soi, ça pourrait être j'aime pas les rapprochements rapides comme ça, mais comme quand on migre, en fait, on a toute sa maison avec soi et avec très peu. Et cette idée de paquet, c'est aussi ce qui donne ce personnage qui est emballé sur le bas dans le photomontage. Mais encore plus fort, le paquet, c'est aussi animal ou humain, nu ou empaqueté, quelque chose, viande, chair, se donne à voir dans son altérité absolue, c'est-à-dire un paquet, c'est moi, mais c'est pas moi, puisque c'est un objet, mais insensé, c'est-à-dire comme Man Ray lui-même, vous savez, qui a emballé un objet et qui l'a dissimulé sous une couverture, on ne sait plus ce qu'on voit en fait. Donc on ne sait plus ce qu'on tient. On tient un objet qui est plus un homme, qui a l'air renversé. Et d'un seul coup, ça m'a fait voir autrement cette image que je trouvais déjà intéressante, ce que dit le documentaire sur l'effet d'échelle et puis de montage, puisque ici c'est une perspective et ici c'est une autre. Mais presque comme un catcheur, mais plus que ça, parce que le visage c'est un bacon, mais la torsion elle-même aussi. Et elle est contrastée par le fait que c'est un enfant et qu'il a l'air assez calme en fait. Donc on a le rapprochement avec ces paquets, ça devient intéressant, parce que ça veut dire quelque chose de conservé. Et alors, ce que le glissement qui fait notre dernière partie, c'est que, après avoir été à Barcelone, c'est l'orangerie du château de Versailles qui intéresse le plafond, en fait, entre 32 et 36. Voilà, ce qui va intéresser Dora Maar, c'est cette idée du corps qui s'arque à l'envers. Donc, elle fait une photo à Barcelone sur un enfant qui fait un poirier, et la photo s'appelle comme ça. Et elle va faire une photo aussi de cet enfant qui est en train de sauter. Et si vous voyez bien ce corps arqué, qui est plus un paquet, il se retrouve ici, découpé, assemblé sur ce plafond qu'on va voir plus tard, dans cette image qui est très étonnante, qui crée une espèce de surréalisme, mais c'est pour ça que je partais de bataille. C'est un truc tendu quand même, un truc qui est pas anodin, qui est pas juste un petit photomontage. Et toujours cette fascination pour ce plafond qui est à l'envers, voilà, qui fait que le personnage se joue avec l'architecture. Ça s'appelle le simulateur. On est en 1936. Photo qui se retrouve structure qui se retrouve encore dans ces trois personnages collés sur ce plafond inversé. Le terme était assez juste, hein, Ah ben j'ai perdu le terme. Où est-ce qu'il parlait d'arqué? Non. Voilà, le thème obsédant du corps qui s'arque à l'envers, comme un arc.
ce sujet, cette photo s'appelle Silence. Et le commentateur, j'ai pas été jusque-là, mais fait une espèce de lien entre ce visage qui a un grand nez, qui a l'air endormi ou mort, avec le petit tatou qu'on voyait au début, c'est-à-dire une espèce de figure qui a l'air figée pour toujours. Et puis la conclusion de ce morceau, on peut peut-être s'arrêter là, comme ça on regardera Picasso après, c'est un peu mélo comme conclusion, mais c'est suffisant, c'était quelle empreinte on laisse en fait, quand les objets sont tout seuls, il y a une photo surréaliste, mais dans le parcours qu'a Dora Maar, il y a quelque chose, c'est que elle va rencontrer Picasso et ça va devenir assez compliqué, assez fascinant et assez compliqué. Est-ce que ça vous va si on boit un petit café? Parce que c'est un photographe immense et pas assez connu d'ailleurs. Alors ils se rencontrent en 1936 par Éluard et puis par cette bande qui tourne, puisque Picasso a un statut vraiment particulier dans le surréalisme. D'ailleurs ce surréalisme c'est quand même un nid à pas emmerdement, mais c'est quand même assez compliqué à faire le tri dedans. Alors attendez, je vais faire en direct un truc très passionnant, c'est que dans le dictionnaire Picasso ah merde, le dictionnaire Picasso ça va me revenir. J'ai pris en photo simplement l'article, je ne voulais pas reprojeter parce qu'il y en a pour des tartines, de Dora Maar, qui est quand même assez conséquent. Et je voulais juste vous lire, parce que les extraits, le témoignage qu'on a sur la vie de Dora Maar, une fois séparé et brisé de Picasso, ce qui va non seulement lui imposer la coexistence avec une autre femme, ça il en était amateur, mais en plus elle va arrêter de faire de la photo. C'est ce que je voudrais montrer là, c'est que je voudrais montrer quelques peintures de Picasso, c'est l'occasion, mais elle va faire quelques photos de Picasso qui sont extraordinaires, et elle va se mettre à peindre. Et sa peinture, j'en ai trouvé très très peu. Soit c'est du mauvais cubisme, pas terrible, soit on a trouvé à sa mort des aquarelles un peu abstraites qui sont assez belles, j'en ai que 2 aussi, mais elle a vécu totalement seule. À son enterrement, il y a sa concierge et 3 autres personnes, il n'y a plus rien du tout, quoi. Et tous les amis qui étaient autour ont... Non, elle est morte assez tard. Et ce que je veux dire, c'est que cette déprime, cet isolement qu'elle choisit, on en a finalement des témoignages par Françoise Gillot, la femme suivante qui va écrire un récit. Donc, elle est, j'ai oublié de le dire, c'est auprès de Bataille, elle est engagée dans des groupes communistes assez engagés, c'est le cas de le dire. Voilà, elle réalise un reportage difficile dans une mine de haute montagne. C'est juste 2-3 mots sur Pierre Dex, merci de ne pas m'avoir aidé, le dictionnaire Picasso. Ce qui est intéressant, c'est que, je vais le dire de façon brutale, je suis désolé, ça demanderait des nuances, mais elle est un peu attaquée aussi quand même. C'était juste pas pour dire que... c'est parce que c'est pas mon côté justicier de dire Picasso n'est pas si mauvais. Il n'y a rien à sauver dans son attitude et dans ce qu'il a fait, pour une raison simple qui est facile à résumer. Quand on épouse ou sort avec une femme talentueuse comme ça, on regarde, on pique au mieux, mais on l'empêche pas de travailler, c'est complètement criminel. Donc, quelles que soient les raisons, ça tient pas. Voilà, elle réalise un reportage difficile dans une mine de haute montagne, donc elle est assez aventurière. Brassailles, qui la rencontre lui aussi, précise qu'elle est encline aux orages et aux éclats. Elle figure parmi les signataires du lancement par Bataille et Breton du groupe ultra-gauche Contre-Attaque. En septembre, tout comme Éluard, dont elle devient un proche, elle peut rencontrer par lui, fin 35 et 36, Picasso à Saint-Germain-des-Prés. Elle va passer l'occupation à Paris avec lui. De sa rencontre avec Picasso à la défaite de 40, voilà, des deux. Dora photographie un groupe en balade à Boisgelou. C'est Nuche, Éluard, Roland Penrose, Picasso, avec lesquels il va passer des vacances. Ça, je vais vous le montrer. Mais dernière chose, Françoise Gillot, donc la suivante, raconte: Picasso m'a raconté qu'une de leurs premières rencontres aux Deux Magots, elle portait des gants noirs brodés de petites fleurs roses.
Elle avait enlevé ses gants et pris un long couteau pointu qu'elle plantait dans la table entre ses doigts écartés. De temps en temps, elle manquait le but d'une fraction de millimètre et sa main était couverte de sang. Picasso était fasciné. Il avait demandé à Dora de lui confier ses gants qu'il conservait dans une vitrine. Voilà. C'est juste pour rappeler que la dame est quand même... elle a du caractère, on va dire ça comme ça. Donc bien évidemment, je redis, hein, c'est pas du tout pour minimiser le tortionnaire et la torsionnée, c'est juste pour situer les victimes, mais il faudrait creuser quand même, parce qu'on ne peut pas faire des grands raccourcis comme ça. Donc ils se rencontrent, il est plus âgé qu'elle. Oui, il est beaucoup plus âgé. Et non, ce qui est très fascinant, c'est que j'ai pas mis d'image, mais c'est que chaque femme de Picasso est quand même très différente. Oui. Et parce que Marie-Thérèse Walter qui le séduit en même temps, c'est une blonde sportive avec les cheveux courts et donc le rapport entre Picasso et Dora Maar, c'est cette emprise que va avoir Picasso dessus. Mais ce que je voudrais montrer, c'est comment Picasso en fait une œuvre et comment Dora Maar en fait quand même des photos. Voilà. Tout l'intérêt de Dora Maar pour la lumière se retrouve dans cette photo de Picasso. Et puis on la retrouve avec Lee Miller, la femme photographe que vous avez vue dans la baignoire de Hitler. Qui est modèle de Man Ray. C'est pour ça que je dis Man Ray, c'est un petit physique ingrat, c'est quand même comme modèle nu et copine Kiki Montparnasse, Lee Miller. Dora Maar, c'est quand même... Voilà. Il a un secret. Mais qu'est-ce que c'est? Il est mort avec, c'est ça le problème. Oui, mais si on fait des hiérarchies, les femmes de Picasso sont quand même moins spectaculaires que celles-ci. Je trouve. Hein. Alors, on a Paul Éluard et sa femme, et puis Dora Maar est ici avec Picasso qu'on reconnaît à sa magnifique coupe de cheveux. Et donc, ils vont passer des étés ensemble, et il y a un effet de bande et de cohabitation important. Voilà, encore une photo de Dora Maar qui prend en photo Éluard et sa femme, qui, vous le devinez sans faire trop long, on va dire c'est assez libertin, donc ça doit aussi participer au déséquilibre de Dora Maar. Et voilà une photo où voilà Man Ray justement avec sa copine de l'époque et puis Picasso et Dora Maar à côté. Et ce qui est intéressant, c'est cette photo où justement elle a l'air d'être... on va la voir en grand après, mais... Voilà, c'est ça. Elle est... Ou au pire, elle fait la tête. Et ce qui va intéresser Picasso, c'est là où, quand même, il peut être qualifié d'assez génial, c'est que de cette tristesse, il va faire une matière de peinture. Donc, humainement, c'est tout à fait discutable, on a assez dit ça. Ce visage qui l'intrigue, il en fait du dessin, de la gravure ici, avec ses yeux qui sont si importants dans l'ensemble. Ces portraits-là ne sont pas forcément les plus intéressants, et quand il travaille sur le dessin, pour moi, Picasso, c'est avant tout un dessinateur. En peinture, c'est pas... Voilà, ce travail sur le regard, vous voyez, vous vous rappelez peut-être, on l'avait vu avec Audrey sur Picasso, voit l'œil crevé du portrait de Cézanne, mais ce rapport aux yeux est vraiment important. Là, ce graphisme de soleil, on va le retrouver assez souvent sur les portraits de Dora Maar, qui ont fait là encore quelque chose d'assez simple, mais par contre il la peint beaucoup, il la dessine beaucoup. Et alors là, ce qui est intéressant, qui est un graphisme qu'on va revoir aussi, c'est cette petite araignée de main qu'on va retrouver plusieurs fois dans la peinture. Alors c'est là où je trouve, on va pas faire long, puisqu'il y a Claude Cahun qui est encore plus passionnant, c'est que pour moi Picasso est vraiment un dessinateur, parce que vous voyez la déformation de la taille des yeux, la façon dont le front fait une bosse et la façon dont la main toute petite vient se poser dessus. C'est très passionnant, cette déformation-là. Mais dans le rapport à l'espace général, voilà, c'est un peu une forme qui est posée. Vous voyez, c'est-à-dire le vide autour, les couloirs sur le côté,
la façon dont il travaille le rythme du tissu, il n'y a pas de travail de matière ou de couleur qui soit propre à la peinture et qui soit fabuleux. C'est le travail. Ce qui est beau et réussi dans ce tableau, je trouve, est déjà réussi ici. C'est que c'est un très bon dessinateur, en fait, et qui vient poser de la couleur après. Et là où Dora Maar va être fondamental, vous voyez, il y a des images qui ne sont pas que du malheur. Hein. De Dora Maar endormi. Tout ça, c'est Picasso, oui. C'est aussi des éléments de collage sur le dessus, que ce soit le papier plissé ou les feuilles collées, ou avec ce graphisme de Dieu. Alors, il est dans une période déjà, parce que le Picasso créatif, les plus exigeants, je vais mettre dedans, disent qu'après les années 20, c'est un peu fini, mais là, avec ce graphisme Dieu, il a tendance à se cocteauiser, c'est-à-dire il fait un petit bidule. Alors pourquoi est-ce que ça en souffre? Parce que la composition est quand même toujours pas fabuleuse, c'est une petite photo d'identité avec un personnage en plein milieu. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le regard de l'autre côté de Dora Maar sur Picasso, parce que c'est une simplification de l'image, où justement, dans les deux tableaux très connus que Picasso a fait de Dora Maar, là, le travail sur le fond est plus intéressant. Vous voyez, c'est un fond coloré sur lequel il a remis du blanc et puis il a fait comme une carte à gratter. Il y a du jaune, du bleu, et c'est une des rares fois, je trouve, alors je suis pas commode, mais je vous dis que je l'ai pas mal présenté, où cette transformation de dessin qui est très, très originale chez Picasso, qui est vraiment géniale, empêche souvent la représentation dans l'espace. C'est-à-dire, c'est juste plaqué comme un collage. Mais ici, on a une piste de jeu avec la profondeur qui est assez efficace. Et donc, de leur rapport orageux, va faire se retrouver, regardez cette photo de Dora Maar où Picasso est juste en reflet dans le miroir, comme prisonnier. Alors, c'est la petite trace que c'est le prof d'histoire de l'art qui cherche des traces, mais toujours cette mise à distance, toujours le truc un peu loin, qui fait que le grand tableau qui est connu de Picasso, c'est La femme qui pleure, qui est quand même un sujet qu'on n'avait pas vu en peinture, et qui, quand il met en scène sa propre douleur, est quand même assez à la fois indécent et à la fois ogresque. Voilà comment on peut peindre. C'est déjà pas facile de gérer quand on fait pleurer une fille. Si en plus il faut avoir l'idée de la faire poser pour la peindre, c'est quand même très fou. Ou alors, j'ai pas creusé, il l'a peint après pour exorciser, mais c'est un drôle de sujet qui a un peu moins le défaut du rapport au fond, mais qui le maintient encore un peu. C'est quand même cadré. Le jeu des bandes entre le fond et les lignes des cheveux font un lien quand même, mais c'est quand même pas le... Je préfère à la limite ce tableau-là, justement. Et l'autre que j'ai pas trouvé en plus grand de ce qui serait cette femme qui pleure, j'ai pas trouvé d'autres traces, mais je vais pas m'égarer. Voilà l'autre photo qu'a fait Dora Maar, qui est à la fois un Picasso à distance, mais je pense aussi une fascination pour le fait d'être modèle et d'être vue. C'est pour ça que le titre Prisonnière du regard est un titre tout à fait passionnant, parce que elle est celle qui est regardée et peinte. Donc, ce qui est tout à fait... on ne trouvera personne avec ces arguments-là pour défendre Picasso, mais pendant qu'il est aussi avec Marie-Thérèse Walter, les portraits de Marie-Thérèse qu'il fait en même temps sont calmes et apaisés. Ils sont un peu bleutés. Et Dora Maar les voit. Alors, cette photo est passionnante parce que son portrait dans le fond et elle devant, c'est exactement ça. Donc, elle va vivre dans l'isolement, mais il y a une dernière chose dans l'histoire de sa vie qui la rend extraordinaire, c'est qu'elle va être auprès de lui pendant cette occupation, pendant la guerre, et elle va être auprès de lui quand il commence à peindre Guernica, et elle va avoir l'idée, parce qu'elle est photographe, de prendre en photo les étapes de Guernica, et d'en garder le témoignage de ce qui est en train de se construire, ce qui est un témoignage tout à fait unique par rapport à cette toile qui est extraordinaire, mais unique dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il fallait aussi être peintre. Vous voyez, quand on dit blaireauté, ben voilà, c'est au plumeau qu'on travaille. Voilà, comment il y a moins de 10 photos, des étapes différentes à Boisgelou, où il peint ce Guernica pendant ces années... là, 36 ? Non, 40 ? Ah, j'ai un doute. C'est 37 le bombardement ?
je dirais ça. Voilà, vous voyez, on voit le spot sur la droite de l'image. Donc il s'agit vraiment de documents. Et c'est là où on revient à quelque chose qui a dû venir de loin. C'est la photo comme conservation. Et c'est là où on voit, si vous ne l'avez pas vu en vrai, à quel point c'est immense ce tableau. Voilà, et on revoit là Breton avec sa femme et Picasso devant le tableau. Pas fini. Toujours signé Dorama. Voilà un des autoportraits toujours à distance. Voilà. Et toujours avec un jeu géométrique, mais qui, avec l'histoire qu'on raconte, donne une idée d'emprisonnement, de lointain. Ce livre que je n'ai pas lu, mais avec et sans Picasso, ça me sert de conclusion pour elle, c'est que elle vit donc dans son atelier complètement seule. Et c'est là où le titre, elle peut être qualifiée d'antimuse aussi, parce que là, elle a été pressée comme une orange. Voilà les peintures façon cubiste qu'elle fait pendant la vie de Picasso, ce qui n'est pas tout à fait fabuleux. J'en ai trouvé deux voilà, des gouaches, des choses plus abstraites, voilà, qu'on a trouvées à sa mort, rien de montré autour. Oui, ben son travail de photographe, c'est sans comparaison. C'est pour ça que c'est pour ça que même ça, hein, c'est quand même incroyable. Que ça soit pour de la publicité est encore plus fabuleux d'ailleurs. C'est le surréalisme dans ce qu'il a de plus passionnant. À côté, Dali, ça a l'air plus anecdotique. Voilà, 11h45, on est tout à fait dans les temps. Je vous fais écouter cette petite introduction sur la vie de Claude Cahun. Avec les deux spécialistes, la vidéo est un peu moins bonne. J'ai trouvé par hasard un vieux catalogue des éditions José Corti que j'ai feuilleté, et dans ce catalogue apparaissait un livre, Avenue Avenue, de Claude Cahun. À l'époque, j'ignorais tout de Claude Cahun, et je prenais cet auteur pour un homme, je pensais que c'était un homme. Et j'ai eu ce livre, et en ouvrant ce livre, je suis tombé sur des photomontages superbes, et là j'ai vu beaucoup d'autoportraits, un visage de femme qui revenait régulièrement. J'ai lu ce texte, j'ai commencé à avoir une intuition que c'était une femme, ouais, c'est intéressant, ça. même si rien ne me laissait penser dans le texte lui-même. Rien ne l'indique. Et voilà, et j'ai décidé d'en savoir plus sur ce personnage, et j'ai envoyé une annonce dans un journal de Jersey où Claude Cahun était morte, donc en 1954. J'ai fini par retrouver l'antiquaire brocanteur qui était arrivé à la fin de la vente de à la vente des biens de Suzanne Malherbe, donc après la mort de Claude Cahun, après la mort de Suzanne Malherbe. Cet antiquaire qui avait acheté un certain nombre de lots de livres, de lots de documents, de lots de photographies, évidemment pour rien du tout. J'ai ouvert ces cartons, j'ai ouvert ces boîtes à chaussures où il y avait l'œuvre photographique de Claude Cahun. Et là, j'ai découvert l'ampleur du travail photographique de Claude Cahun. Ça m'a renforcé dans l'idée de faire la biographie, de réaliser la biographie. Claude Cahun, elle est née Lucie Schwab. Claude Cahun, c'est un pseudonyme qu'elle adopte en 1917. Donc, Lucie Schwab, elle naît à Nantes en 1894. On peut penser qu'autour de 15-16 ans, elle commence à écrire ses premiers textes. Elle réalise ses premiers autoportraits probablement autour de 1912-1913. Il faut bien dire que Claude Cahun, toute sa vie, va mener parallèlement une démarche photographique, une démarche littéraire. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette exposition du musée du Jeu de Paume, nous avons fait en sorte de mettre en relation étroite ces deux aspects de l'œuvre de Claude Cahun. Mauvais genre, alors ils ne vont pas développer, mais cette idée de genre, c'est bien Elle avant fait que de le fréquents mot arrive. séjours à Paris à la fin des guerres de 14 jusqu'au début des années 20. Et puis elle s'installe définitivement
autour de 1922-1923. Elle entre en relation avec un certain nombre d'artistes et d'écrivains. Elle se lie étroitement avec Henri Michaud. Elle va rencontrer des surréalistes dissidents comme Robert Desnos, Georges Ribemont d'Essaigne. La première rencontre avec André Breton se fait Vous avez noté surréaliste dissident, puisque vous devez savoir peut-être implicitement que c'est Breton qui reprend le morceau, alors que les dadaïstes avaient fait beaucoup de travail avant. Il récupère des dadaïstes aussi, mais il est avant tout fort pour organiser ce qui tourne autour de lui. Et comme il est odieux, tout le monde se fâche, disparaît pas. Comme c'est lui, on l'appelle le pape, pas pour... voilà, il donne l'assentiment, qu'est-ce qui est surréaliste, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui, à première vue, est quand même l'inverse du surréalisme. C'est-à-dire, s'il doit arriver, il arrive n'importe où, on ne décide pas ce qui est surréaliste de ce qui n'est pas. Là où Breton est quelqu'un d'intéressant, c'est que déjà, le petit livre Nadja, c'est passionnant à lire, et que dans Nadja, il y a des photos qui n'ont rien à voir avec le texte. Ça, c'est intéressant, qui ne sont pas signées, donc on mettra du temps à savoir à qui appartiennent ces photos. Donc le jeu avec l'image et le statut de l'image est passionnant. Ce qui est passionnant chez Breton, c'est aussi une réflexion sur les images. Il y a un livre qui s'appelle La peinture surréaliste qui va poser la question de si on fait des photos, ce dont je discutais avec Laurent, voilà. L'idée naïve de la photo, c'est on enregistre le réel. En fait, vous comme moi, comme on est moins naïf puisqu'on vit en cours d'histoire de l'art, on sait que la photo, c'est pas le réel. Mais il y a plein de gens qui le croient en fait. Mais une fois qu'on sait que c'est pas le réel, c'est quand même plus le réel que de la peinture. Voilà, et donc ce statut de qu'est-ce qu'est la réalité pour aller au-dessus, ça change tout. Et donc Breton va écrire sur la place de la peinture et pas seulement sur la place des symboles et de ce que ça signifie. Il y a un enjeu qui est à l'intérieur de ça. C'est pour ça, Audrey, que l'année prochaine, quand on parle d'un détail et de plus grand, moi j'ai envie de faire un truc sur Dali, parce qu'il y a un enjeu dans Dali de ça, c'est-à-dire comment une photo... comment un petit bout ça fait un grand bout et comment on peut truquer... comment il y a un malentendu sur l'œuvre de Dali d'ailleurs, parce que tout le monde trouve que c'est des posters magnifiques alors que c'est quand même assez vicieux, assez tordu. Et le livre de Catherine Millet le montre bien, non. Ce que Breton apporte, c'est quand même aussi cette réflexion, à part d'être un odieux qui va dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, réflexion sur le statut des images et sur la photo, sur la peinture, et aussi ce qui va avec, que vous devinez, avec ces années 30, c'est est-ce qu'on peut s'engager en fait? Si on est là pour pervertir le monde et le truquer, on peut sans doute pas le transformer. Ce que va faire Claude Quin. En avril 1932. À partir de cette rencontre, elle va s'associer étroitement avec le groupe surréaliste. Elle restera très, très proche des surréalistes et en profonde sympathie avec leur démarche jusqu'à la fin de sa vie. Il y a aussi une activité intense sur le plan politique. Elle participe à la fondation d'un mouvement politique animé par Georges Bataille et André Breton, que l'on appelait Contre-Attaque, hein, donc en 1935-1936. Certains éléments de la vie de... Ah oui, lui m'intéresse moins. Déjà parce qu'on ne l'entend pas. Il va dire en gros que ce mot de genre va arriver après, en fait, dans les années 50-60 aux États-Unis, et il est un peu précis sur une question qui n'est pas directement notre question, mais quand même, puisque là on est sur Muse, qui était le statut des femmes jusque-là, quand même, jusqu'au 19e, elles sont là pour être vues et montrées, mais elles ont leur rôle puisqu'elles sont inspiratrices, alors qu'en fait, ce statut de Muse, c'est aussi un enfermement. Donc ce qui est intéressant avec Dora Maar, c'est que c'est vraiment le sujet, quoi. Elle est créatrice et puis elle éteint sa création pour être un support. Et c'est quand même un vrai paradoxe. Mais ce qui m'intéressait, c'était de faire découvrir son travail, mais aussi de montrer que cette réflexion sur la distance, c'est déjà dans le travail de Dora Maar. Chez Claude Quin, ça va être plus concret. C'est qu'elle va, vous l'avez deviné avec les images, se prendre en photo en garçon, en fille, jouer sur cette question de l'identité. Et donc c'est cette question du genre, puisqu'elle va, je vais vous montrer une citation, elle propose qu'il y ait un genre neutre, ce qui est quand même dans l'air du temps 100 ans avant. Et ce que ce monsieur décrit, vous pouvez taper, hein, puisqu'il y avait cette expo au musée du jeu de paume, Aliaga, c'est qu'il parle de queer, que vous devez connaître ou avoir vu passer comme terme. C'est justement un mouvement qui revendique l'idée qu'il n'y ait pas de genre, ou en tout cas qu'il y ait une neutralité.
C'est-à-dire que la sexualité biologique, ça soit une chose, mais qu'il y ait aussi de la sexualité sociale, parce qu'on attend de vous et de la façon dont on vous éduque. Et c'est quand même un peu normal que ce soit un sujet qu'on retrouve chez des femmes. Donc elle rencontre Desnos, dont elle est... elle fait cette photo. Voilà, et surtout, il l'a bien indiqué, il y a un rapport littérature photo qui est très important chez elle. Donc elle va éditer des livres. Aveux non avenus, qui est un très beau titre d'ailleurs. C'est de la photo faite pour être vue dans des livres et des magazines. Voilà, les yeux de Robert Desnos, je les revois, couleur de cette baie, partant d'orages électriques profondément glauques sous un ciel plombé. Océan à la calme surface duquel flotteraient des algues et fleuriraient des huîtres butinées par un essaim d'étoiles, paysage fascinant. Ce qui est un jeu de choc entre ces textes et entre l'image. Donc l'image peut être vue hors de l'exposition. Ça tombe bien, elle ne va pas en faire beaucoup. Les premières expositions individuelles, ce sera bien après sa mort. Et elle fera des expos collectives. Mais en plus que l'image joue avec le sens, les surréalistes l'ont assez dit jusque-là, mais qu'elle joue avec le texte qui est à côté est intéressant. J'en profite pour refaire de la pub pour Henri Michaud, que je trouve un des auteurs les plus passionnants de tout le XXe siècle. J'ai pas lu tout le XXe siècle, Dieu soit loué. Et je redis pour tout le monde qu'on est quand même au XXIe déjà depuis un moment. Donc, vu le sujet, c'est aussi pour ça qu'on va parler sur le reste de l'année d'artistes plus récents, parce que là, on est quand même que dans les années 30, donc c'est pas une folie. Mais l'idée de dédoubler et de jouer avec la superposition, c'est une idée toute simple qui est le matériau même de la photo. Enfin, c'est censé être une photo ratée. Mais pour quelqu'un comme Michaud, qui lui-même joue sur l'identité et le décalage, c'est passionnant. Donc, les photos de Claude Cahun, la façon de le présenter la plus simple, c'est que sont des photos d'elle, qu'on a retrouvées plus tard, et elle est bien avant tout le monde la première à jouer avec ses autoportraits, qui fait que entre les cheveux, ça n'existait pas d'avoir les cheveux courts à cette époque-là, mais ça n'a rien de dur de couper ses cheveux. C'est pas douloureux. Le seul lien qu'on pourrait faire, c'est que, et c'est pas le cas là, le moment où on voit des femmes rasées, c'est pendant la guerre justement. Mais là, c'est les années 20, donc c'est bien avant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pas seulement qu'elle va jouer avec sa féminité, sa masculinité, mais ce qu'elle va faire aussi, c'est fabriquer des petits décors. C'est-à-dire de faire... c'est là où on pourrait appeler ça, j'aime pas le terme parce que ça fait faussement jeune, des selfies. C'est-à-dire mais elle se met en scène en fait, elle fabrique des petits décors. Vous voyez toujours ce petit drap, là il est un peu décadré, là il est centré, là il a disparu. Donc elle va mettre en scène sa propre image. Donc c'est pas seulement, c'est pour ça que j'emploie le mot selfie, c'est pas seulement de la mégalo, c'est pas seulement une réflexion sur qui est un garçon, qui est une fille. C'est aussi une façon de jouer avec l'image que les autres ont de vous. C'est que il y a un jeu de costumes aussi, il y a un jeu de masques, et on va le voir plus loin, un jeu avec les poupées. Il y a quand même pas beaucoup de poupées garçons. Une poupée, c'est quand même, si les filles, vous êtes des poupées aussi, c'est que c'est une image et un objet. Donc elle va, tout au long de sa carrière, alors pendant la guerre, elle va partir à Jersey, je saute les étapes, mais ça a un rapport avec ce qu'on trouve là. Elle va... elle va faire de la résistance. Les réflexes. Elle va résister. Ça m'est pas venu non plus en 30... voilà, excusez-moi, c'est comme Arletty, je peux pas... J'étais trop près. Et elle va résister, et en fait, elle va être arrêtée avec sa compagne. Elle va être à deux doigts d'être exécutée. Donc elle va échapper de peu à ça, mais en tout cas, sa maison va être pillée, et donc vont disparaître, selon elle, beaucoup de ses œuvres. C'est pour ça que cette petite anecdote de cet auteur qui redécouvre, alors qu'elle est morte en 1954, chez un brocanteur, l'ensemble de son travail, c'est tout à fait singulier, en fait. Mais ça va avec ce que l'on a raconté sur les femmes. Il n'y a pas que les femmes dont l'œuvre disparaît, mais je vous rappelle peut-être dans l'introduction du tout début, il y a le fait qu'on s'intéresse moins à elle,
le fait qu'elles signent moins ou que ça soit moins considéré comme de l'art, mais aussi quelquefois, là c'est pas le cas, mais que leur nom change en se mariant. Donc on a quelquefois les historiens ont des problèmes avec les traces de ces artistes. Et cet autoportrait-là m'intéresse parce que elle cumule des signes de féminité avec ce foulard, avec cette bouche maquillée, et de masculinité avec le masque et puis les cheveux. Voilà, le costume. C'est drôle parce que ce sont des sujets qui nous sont tellement familiers. J'ai prévu de montrer Cindy Sherman à la fin, qui est une artiste d'aujourd'hui. Dans les petits textes de Claude Cahun, ça se voit là, mais pas de cheveux, pas de boucle d'oreille, pas de maquillage, pas de poitrine. Voilà, faire disparaître tous les signes de la féminité, mais dans la façon de mettre ses mains, il y a quelque chose encore qui... Après, je me mets à la place de... C'est pour ça que cette introduction, je la trouvais passionnante. C'est quand tu t'appelles Claude, en effet, si t'as pas les infos, rien n'indique que c'est toi sur la photo et que tu sois pas un garçon qui a l'air un peu féminin. Alors ça aussi fait partie d'Aveux non avenus. Ce rapport à l'homosexualité va être aussi un événement de son adolescence. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez. D'ailleurs, je dis souvent parce que on n'ose pas me poser la question, mais elle est assez juste. On me dit, il y a plein d'homosexuels chez les artistes. Est-ce que c'est contagieux ? Et en fait, ce que je trouve intéressant à répondre, c'est que j'ai mis du temps à trouver cette réponse, mais en fait, c'est juste que quand vous êtes homosexuel et si je suis artiste, je vous crois, j'en ai rien à foutre en fait. Alors que si vous êtes plombier, on va vous vanner. Donc si vous êtes en formation ado, vous allez aller facilement. C'est pas que l'homosexualité vient après parce qu'il arrive qu'on la découvre et qu'on l'assume plus facilement dans un milieu qui l'accepte, mais il y a aussi que comme tout le monde en a rien à foutre, c'est plus facile de l'être en fait. Et donc le groupe social fabrique aussi des orientations de carrière. Donc alors, la deuxième partie du travail qui m'intéresse avec Claude Cahun, c'est ce jeu avec la mise en scène et les poupées, qui fait que le costume, avec des moyens du bord en plus, hein. Voilà, c'est Claude Cahun et ses doubles. Il y a eu une expo que j'ai vue à Nantes, puisqu'elle vient de Nantes. Poète, ne me regarde pas ainsi, je ne suis pas aussi vicieuse que j'essaie de le paraître. Alors avec un jeu de mots qui est anticipé, c'est un mauvais genre que je me donne. Voilà, it's a bad genre. Ça va. Voilà, donc elle est tellement masquée qu'on la voit plus. Ça me fait penser à cette petite photo de Dora Maar de tout à l'heure, mais ça c'est les rapprochements de hasard avec Asia qui portait un masque et qu'on ne devinait pas. Là, il y a quelque chose... Alors bien évidemment, la poupée, l'identité, le manga, les mômes d'aujourd'hui, jeunes, ils adorent ça. Parce qu'on est dans quelque chose d'adolescent aussi, hein, de qui je suis, de qu'est-ce que je parais. Et donc les artistes américaines, j'ai trouvé beaucoup de vidéos de jeunes filles américaines qui se passionnent pour Claude Cahun. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que, oui, à chaque fois, on voit le petit trucage. Le rideau, il pendouille, ça pourrait être retaillé. Hein. Il y a un côté fait à la main un peu bidon, mais qui participe à la poésie, alors que vous et moi, si on le fait, ça ne va pas participer à la poésie. Donc il y a un vrai travail de lumière, un vrai travail de mise en scène de soi qui fait que quelquefois, vous allez en voir quand c'est raté, ça ne fonctionne pas bien. Et que voilà, l'isolement du bas par la grande bande noire et l'isolement du haut par la bande noire d'ombre qui ne touche pas ses cheveux, voilà, c'est très maîtrisé quand même. C'est pas anodin. Elle devrait avoir de l'ombre sur les cheveux. Et ça tombe bien, elle est blonde. Comment elle fait? Elle a un retardateur? Oui, un pied, un retardateur. Avec quand même pas de photo numérique, donc faut tirer, oui. Et alors, celle-ci est très belle parce qu'on pense quand même naturellement à un corps de femme, ses hanches, les nuances de gris, mais en même temps, je regardais ça, c'est difficile quand on voit beaucoup d'images d'avoir du recul, mais en fait, peut-être les hanches, c'est parce que je le sais, mais il est pas... ça pourrait être un corps de garçon. C'est le bronzage aussi qui fait un truc comme ça. La couverture.
Elle a Oui. une taille, elle est... Oui, ça pourrait être un jeune homme. Les épaules, quand même. C'est la bouche aussi. Alors le jeu avec les poupées fait qu'elle disparaît complètement. La poupée, c'est donc soit l'image qu'on a de soi, c'est pour ça que le titre de la conférence d'aujourd'hui, il est emprunté à un livre de Claude Carin, sur Claude Carin qui s'appelle L'Antimuse. C'est-à-dire qu'elle est à elle-même sa muse, et puis ça fera un deuxième jeu de mots, Laurent, mais elle s'amuse. Voilà, ce qui fait qu'elle peut se mettre en scène dans des éléments de narration. Là, on est dans pas seulement un rapport avec un doute, avec son identité, on est dans un truc qui est beaucoup plus élaboré, qui fait qu'elle peut être enfermée. Ça me fait penser à, c'était tout à fait surprenant, mais un des derniers autoportraits de Courbet quand il est emprisonné, quand il se met en scène en prison, il est sur le côté comme ça. Et donc ce jeu avec les masques et le dédoublement, enfin le jeu avec les masques va m'amener à ce sujet du dédoublement, qui fait que je ne vais pas distribuer des points, mais j'ai commencé, ça c'est personnel, hein, j'ai commencé par Dorin parce que l'œuvre de Claude Carin est supérieure, on va dire ça comme ça, c'est un peu arbitraire, mais elle va très loin dans la réflexion sur l'image des femmes elle est plus innovante en fait. Donc on finit le bal masqué. Elle travaille toute seule. Ah non, alors elle travaille, c'est ça qui est passionnant si vous avez l'occasion de lire des biographies, avec sa compagne, qui l'aide beaucoup. Voilà, elle dans Barbe Bleue, elle deux fois, et elle deux fois, qui est un pur chef-d'œuvre. Là, on se rapproche, et c'est rigolo parce que ça fait une passerelle avec le surréalisme. Moi, je dirais de Topor, c'est-à-dire de la planète interdite de La Loupe, si vous avez déjà vu ce dessin animé qui n'est pas du tout fait pour les enfants. C'est-à-dire un peu comme le monde de Moebius, si vous voyez, un univers de science-fiction qui fait que on a des doutes que ça soit deux fois la même tête parce qu'elle est maquillée et pas là, parce que le profil qui est fort chez elle se reconnaît pas immédiatement là, parce qu'elle la regarde du dessus alors qu'elle a l'air plus vieille ici, plus jeune ici. Et j'oubliais dans Topor Jodorowsky aussi, c'est-à-dire on voit bien que c'est le genre de choses qui peuvent fasciner des auteurs comme cela. Et la superposition qu'il y avait déjà chez Michaud, mais qui est multipliée, là, le fait qu'on voit le début de son corps, qu'il soit nu et qu'il ait l'air par le hasard, mais comme s'il était coupé, c'est très intéressant parce que ça devient une poupée et un mannequin. Ah oui, c'est notre... Pardon ? Elle fait un peu Nosferatu. Ah, oui, c'est vrai. Et puis Ramsès. Et non, mais en plus, parce que tu sais, la vertu de quand on n'a pas l'œil dessus, Nosferatu, c'est les mêmes années. Hein. Ça doit être un chouïa avant peut-être, mais c'est peut-être 18-19, mais ça doit être en même temps. Ou c'est 24, mais c'est les mêmes années. C'est rigolo ça. Alors ça, c'est un autre chef-d'œuvre, je trouve. C'est ce qui fait le marque-page de cette année, même si notre graphiste a pris la liberté, mais je l'ai vu trop tard, de mettre des petits carreaux coloriés. On ne touche pas à l'image. Salopio. Mais c'est sa fille, alors elle a le droit pour le moment. La réussite de cet autoportrait, c'est que ça résume tout le travail de Claude Carin, parce qu'on a quand même assez facilement un garçon, en fait, avec le col relevé, avec le geste de la main, avec le regard un peu du dessus, et le simple fait qu'on voit la carotide, qu'il y ait plus de nuances de gris, qu'il y ait une petite boucle d'oreille, et que les lèvres soient ouverts, fait visage de fille, dans le même reflet, avec presque pas de trucage. Alors, je vous avoue que je ne suis pas assez spécialiste alors que je devrais l'être, mais quelqu'un m'a dit l'autre fois que c'était un montage, et j'arrive pas à... Il faudrait être très fort. On dirait que l'oreille ne peut pas être à cet endroit-là pour que ce soit un collage, mais j'ai un doute encore. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vu que voilà, ça a l'air d'être une photo et pas un reflet. Mais on a l'image en plus grand. C'est un faux miroir. En fait. Voilà, la deuxième, enfin la troisième partie, puisque cette idée de jouer avec son identité et de la questionner est un des sujets de Claude Carin. La seconde, c'est cette idée de jouer avec des poupées ou des déguisements ou voilà, l'attendu social.
Mais ce qui est la troisième partie qui m'intéresse dans Claude Quin, c'est ce double, en fait, cette multiplication d'images qui va se faire soit par photomontage, soit par superposition. Il y a d'autres portraits où on voit son corps, c'est pas fréquent. Mais où, je les ai pas mis là, où elle apparaît nue. Comme le travail a été fait en 2013 de recollement, on a enfin des documents qui sont sérieux, mais jusqu'à 2013, il y avait un seul livre. Parce que je vous dis ça, parce que je sais plus comment je l'ai découvert, mais j'en cause depuis 10 ans, ça m'intéresse énormément. Mais là, d'un seul coup, j'ai eu plein d'infos. Voilà, on avait une poupée une première fois, et puis il y en a une deuxième. Alors, non, j'ai oublié dans les références surréalistes tordues, Jean-Christophe Averti, qui est de la même période que tous ces gens, hein, c'est-à-dire un truc que tu regardes, tu crois que c'est pour les petits, en fait, ça fait carrément flipper, et c'est pas du tout détonnant, mais le dédoublement, j'ai à peine besoin de le commenter, mais ça rend l'image un peu innocente, ça rend une espèce de jeu, c'est-à-dire on a l'impression d'un petit bonhomme, mais en même temps, on a un doute que ça soit pas deux personnes différentes, à cause de la couleur, à cause du maquillage qui fait que la lumière n'est pas tout à fait la même. Et puis ce jeu de dédoublement, vous reconnaissez la tête de tout à l'heure, mais il y a une bague qui fait qu'elle se met en scène avec sa compagne, et qui fait qu'elle va faire un assemblage et un jeu de corps pour accentuer ce dédoublement. Voilà. Brouiller les cartes, masculin, féminin, ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. Ce qui va avec... parce que je vous dis ça, on ne sait pas causer à la récré, c'est un vrai sujet de récré, mais ce que revendique, pour avoir croisé, je le cite souvent, mais les gens qui changent de sexe, par exemple, c'est que la société, par votre numéro de sécurité sociale, vous nomme votre identité sexuelle 1 ou 2. Alors, notre copine Jocelyne, qui a travaillé à la Sécu, m'a appris que en fait, c'est parce qu'au début, il y avait que les hommes qui avaient un numéro de Sécu, donc ça a commencé par 1, et que quand la France a décidé, gentiment, que les femmes pouvaient avoir un numéro de Sécu, ils ont dit 2, comme ça on peut les différencier, sinon ça fait trop de numéros. Et en fait, ce que me disait cette amie qui était une fille et qui est devenue un garçon, c'est que pourquoi est-ce que l'État avait besoin de savoir quel sexe il avait? Et donc, naturellement, je lui ai dit, j'ai dû raconter cette histoire 10 fois, pardon. Ça paraît important. Il m'a dit, dis-moi pourquoi, et je cherche toujours. En effet, on pourrait penser que les seuls exemples seraient des soins donnés et remboursés aux femmes. Enfin, j'ai assez peu de raisons ni d'accoucher, ni d'avorter, ni d'aller chez le gynéco, mais ça peut se... Sur la troisième, ça c'est ma femme médecin qui me dit oui, mais les filles, on leur contrôle leur santé, donc le dépistage des cancers se fait plus facilement parce qu'on voit, il y a des hommes que je vois pas pendant 10 ans ou 15 ans, et elle disait pas qu'il faudrait qu'ils viennent montrer leur caquette une fois par an, mais c'est une piste qui est finalement pas folle pour éviter ce genre de truc. Maintenant, ils sont aussi dépistés, mais ils sont pas très sérieux. Et ce que me disait donc cet ami, c'est que le genre a pas besoin d'être un déterminant social en fait. Et l'État n'a pas besoin, alors ça vient de changer il y a très peu de temps, mais je le citais parce que c'est ce qui est le plus choquant de tout. Il m'apprenait aussi que pour devenir un garçon, il avait dû changer de prénom et le demander à l'État, mais l'État lui imposait d'être stérilisé, quoi. C'est-à-dire, en France, il y a 5 ans, l'État impose aux transsexuels d'être stérilisés pour devenir des femmes. Ce qui fait que, vous venez de voir ça, et puis ça a fait le tour du monde, il y a un garçon qui est devenu un garçon qui est enceinte. Et je pense que si je me mets à la place de l'État, c'est la seule chose qui fait que, pour savoir si on l'appelle papa ou maman, qu'il y a besoin qu'il y ait ce déterminant. Après, je ne m'étalerai pas, puisque c'est le sujet de polémique sur quel repère ont les mômes, m'en fous. Mais socialement, je ne vois pas trop... voilà, je disais ça parce que je discutais avec une amie, une vieille dame tout à fait ouverte, qui m'a dit... tout va bien, mais genre un moustachu qui accouche, j'avoue que j'ai un peu de mal. Et en fait, c'est parce que, et c'est là où je veux en venir, ça nous questionne vachement sur qui on est, en fait. Parce que moi, j'avais des chaussons bleus, et donc je me suis jamais posé de questions. On m'aurait mis des chaussons violets, tout de suite, la question se pose. Et donc, ce que revendique, c'est là où ça paraît pas être une folie, même si on est un peu conservateur, c'est que la meilleure chose à répondre aux conservateurs, c'est que c'est pas dans votre slip, donc à première vue, on voit pas pourquoi vous venez faire chier le monde. Et pareil sur l'État et la stérilisation, je vois pas comment
l'étape à ce point-là. C'est surtout une question de filiation de patrimoine en fait. Oui. C'est juste ça. C'est pour ça que si t'es une femme, t'as pas besoin de reconnaître ton enfant, alors que si t'es un homme, il faut que tu le reconnaisses. Mais c'est pour ça que ça pose des questions sur qui je suis, t'es un garçon, tu es une fille, mais aussi sur qui je suis socialement. C'est ça? Parce que normalement, il devrait y avoir reconnaissance des deux tout de suite, ou... Voilà, c'est quand même un peu... Mais tu peux reconnaître un enfant même si t'es une psychiatre, alors qu'une femme, c'est plus... Tu peux même faire un compte rendu, reconnaître l'enfant avant qu'il soit né, même s'il n'est pas toi. Oui. Là, plus mal. Oui, mais aujourd'hui, tu es rattrapé par la science. Mais c'est aussi... oui, Oui, encore, tu soulèves une autre question qui est l'interdiction en France des pistes de paternité génétique qui ont un succès fou dans les pays anglo-saxons, avec la surprise parce que j'ai une copine qui fait beaucoup de mauvais esprits, qui est très drôle, qui dit voilà, il y a à peu près 40% où c'est pas le vrai père, donc c'est quand même une source d'ennui, mesdames. Parce que même si tu es de bonne foi, pardon, c'est que des fois tu peux ne pas le savoir si tu as plusieurs rapports sexuels non protégés en même temps, je peux pas. Voilà. Il arrive très 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 exceptionnellement que tu aies des jumeaux, que ce ne soit pas les deux mêmes, mais alors là vraiment, ça va foutre le bordel à Noël, c'est tout ce que je vois. Donc François Lepelletier, qu'on vient de voir juste avant, le Perlier, a édité certains écrits, a été réédité à Vœux non avenus. Voilà, dont voici un exemplaire. Alors, c'est un livre très très rare. Et j'ai pas beaucoup d'extraits, je le regrette, parce que, en fait, ce matin, en retravaillant encore dessus, j'ai trouvé une thèse en ligne d'une fille qui a travaillé sur toute la correspondance de... Alors, c'était trop tard. C'est-à-dire, j'avais 1 heure devant moi, il y avait au moins 200 pages, 300 pages, et je me suis dit, je vais vous l'avouer. Et c'est en ligne, c'est une niche, je ne sais pas si ça peut intéresser grand monde, mais elle écrit à Bataille, elle écrit à Michaud, et elle a dépioté tout ça, et ça a été fait il y a 2 ans. Et c'est une thèse de littérature. Donc c'est vraiment des sujets affleurants, on est encore sur de la découverte. Donc éditer des écrits, c'est aussi mettre, je l'ai trop peu fait ce matin, mais en avant la partie écrite de ce qu'a fait Claude Cahun. Je conclus. Voilà, l'art est la délectation morose par excellence. Et des images qu'on retrouve, vous voyez la petite dame costumée, masquée, qu'elle redécoupe. Sous ce masque, un autre masque. Je n'en finirai pas de soulever tous ces visages. Voilà un résumé tout à fait passionnant. Et puis on va retrouver cette petite poupée avec des cœurs sur le côté. Donc les photomontages sont moins, pour moi, sont moins passionnants. Vous remarquez Henri Michaud qui a pris plusieurs têtes en haut à droite. Des effets de collage, des effets de superposition. Un pistolet sur la tempe de Klaus Nomi, pour ceux qui connaissent les années 80, en haut à gauche. C'est-à-dire un jeu sur l'identité, mais aussi sur la perte des repères. Et alors, en bas à gauche, on dirait presque la tête de Dora Maar par Picasso, mais ça, c'est parce que j'en sors. Voilà, un jeu avec le bon goût et le kitsch aussi. Cette image perd de sa force en étant multipliée. Elle devient une autre image qui devient complexe aussi, avec les codes de la nudité et de la blancheur, avec cette idée de symétrie qui vient des cartes aussi. Et celle qui est pas mal, qui irait bien à Dora Maar. Ici, le bourreau prend des airs de victime, mais tu sais à quoi t'en tenir. Ce qui est une question tout à fait redoutable. Donc voilà, la conclusion d'aujourd'hui, c'est que elle fabrique des scènes où elle se met en scène, mais ça devient vraiment marrant aussi. C'est que c'est un jeu, j'ai dit identité, double, masque et poupée, et puis écriture, et puis genre. Mais là, c'est aussi, c'est pas seulement que c'est un garçon ou que c'est une poupée, c'est un jeu avec l'histoire de l'autoportrait, parce qu'elle est athlète de foire avec des sortes de chausses un peu ratées et des chaussons, un short qui est trop grand, et puis vous le voyez pas, on va le voir sur
sur le... On va le voir. Ah non, on le voit pas. C'est quand même un t-shirt, moi je le rééditerai. Il y a écrit « I am in training », c'est-à-dire je suis en train de m'entraîner, « don't kiss me », c'est-à-dire « m'embrasse pas ». Ce qui est un truc, c'est même pas du féminisme, c'est beaucoup plus rigolo. Et d'ailleurs, comme on est une société qui a évolué, moi je propose que ça soit pas spécialement Audrey qui est une fille qui porte ça, mais plutôt moi. Ça redevient beaucoup plus... Porté par un garçon, ça redevient beaucoup plus marrant. Voilà, un jeu avec le masque et puis avec cette petite accoutrement d'accroche-cœur et de cœur sur les joues. Et ce titre qui est intéressant, vous allez comprendre pourquoi, là j'accélère parce que ça se termine. Pourquoi est-ce qu'il parle d'exotisme intérieur ? C'est parce que la notion d'exotisme, vous le savez, elle est de plus en plus discutée aujourd'hui comme, pour faire vite finalement, alors qu'on ne l'avait pas vu jusque-là comme ça, quelque chose d'un peu raciste, pour faire vite. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui serait étranger, mais dans quelle mesure cet étranger serait nous ? Alors c'est là où on va revenir sur du surréalisme inattendu chez Claude Cahun, c'est qu'elle a pris en photo beaucoup d'objets isolés comme ça, avec presque rien. Une espèce de petite poupée fleur sur une chaise avec une chaîne. Des éléments de jeu que je vous avais montré un petit peu chez Dora Maar au moment de la période document avec Bataille, où on a des choses qu'on pourrait retrouver facilement dans des tas d'éléments de culture populaire. Hein. Il suffit d'avoir été à Naples ou d'avoir vu une idée de ce qu'est une crèche napolitaine. Aller au musée de l'Ouvrier. D'ailleurs, personne n'a jamais été au musée de l'Ouvrier au-dessus de la cathédrale. Si. Vous êtes deux. Détendez-vous. Ce que je veux dire, c'est que comme l'année prochaine, on prépare des surprises, je me dis on devrait aller là parce que finalement, personne ne va y aller si on n'y va pas ensemble. Voilà, le fait d'isoler des éléments, de prendre des morceaux qui se sont associés, semble transformer l'ensemble. Des poupées qu'elle fabrique, qui est un tout autre pan de son travail qu'on retrouve dans ses livres. Et ce qui était montré dans ce documentaire, cette espèce de test d'autoportrait sous cloche, que vous avez peut-être vu au début, qui était un ensemble qu'on retrouve chez Man Ray plus tard. Donc il y aurait sans doute des porosités entre les deux. On ne sait rien des influences mutuelles, on ne sait rien de ses contacts avec... Et voilà une des rares photos avec sa compagne. Elle s'appelle Schwab, comme elle est nièce de l'auteur. Et puis des choses qu'on a trouvées après. Voilà, elle est à Jersey en 1949 et c'est plus tard. Et je trouvais que même lointain, elle est toujours aussi originale et toujours aussi créative. À la prochaine fois. Merci.